De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, nos éditorialistes Alfred Chango, Gracien Rukindikisa et Samuel Gembok. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. L'Association des compagnies aériennes africaines a signé en 1999 en Côte d'Ivoire des accords pour la libéralisation effective du ciel africain. Il s'agit des accords de Yamoussoukro. Son application peine à voir le jour 16 ans après. Pourquoi? Élément de réponse avec ce reportage qui nous a été préparé par nos correspondants en Côte d'Ivoire et en Guinée équatoriale. Un marché unique du transport aérien en Afrique en 2017, c'est l'engagement des chefs d'État de l'Union africaine pris en 2015. Cela permettra aux Africains de se déplacer librement dans tous les pays du continent avec la compagnie de leur choix. Les bases de ce marché unique ont été jetées en 1999 en Côte d'Ivoire par la déclaration de Yamoussoukro signée par 14 chefs d'État. Depuis la disparition en 2002 de la compagnie multinationale Air Afrique, commune à 11 pays africains, les États se sont lancés dans la création de compagnies nationales. Ces compagnies souvent fragiles sont bridées par l'étroitesse des marchés nationaux. Selon l'IATA, Association internationale du transport aérien, le trafic passager a augmenté de 3% sur le continent en 2015, mais l'Afrique ne représente que 2,4% du trafic mondial des passagers. Les pays africains peuvent-ils créer un marché commun du transport aérien? La date butoir de 2017 peut-elle être tenue? Quelles sont les conditions pour la réussite de ce marché? Pour les spécialistes, la création d'un marché commun de transport aérien est possible avec la volonté politique affichée par les États africains signataires de la déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l'accès au marché du transport aérien en Afrique. Cette décision mettait des bases de l'unification de critères pour que l'ensemble des pays africains puissent établir des critères communs, de telle sorte qu'une compagnie certifiée dans un pays puisse automatiquement être reconnue dans l'autre pays et qu'on lève toutes les barrières de type commercial. Bon, cette partie commerciale fonctionne à date d'aujourd'hui assez bien. Par exemple, en Afrique centrale, entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas pratiquement de barrières. Les compagnies volent d'un pays à l'autre sans restriction. Les partisans du marché unique du transport aérien en Afrique font cependant preuve de réalisme. Le marché commun intègre certains paramètres qui ne pourront pas être tous mis en place à bonne date. Nous n'allons pas, d'ici 2017, arriver au marché commun tel qu'on l'entend, par exemple au niveau de l'Union européenne. Mais il s'agit de mettre ensemble un certain nombre de synergies et de règlements, principalement des règlements économiques, qui permettent que les compagnies aériennes africaines puissent exploiter dans les règles qui soient les mêmes. Et donc, dans ce cadre, nous avons, au niveau de la Commission africaine de l'aviation civile, élaboré un certain nombre de dispositions qui permettent à la fois d'assurer la concurrence entre les compagnies aériennes, mais aussi, éventuellement, si cela devait advenir, de sanctionner. Pays où s'est déroulée la signature de la déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l'accès au marché du transport aérien en Afrique, la Côte d'Ivoire avait fait de l'aéroport d'Abidjan la plateforme de l'Afrique de l'Ouest. Les autorités ont pris des mesures pour que la libéralisation soit effective. Cela a permis d'enregistrer 1,5 million de passagers en 2015. Aujourd'hui, il nous faut 48 heures seulement entre votre demande et l'acceptation dès que toutes les conditions sont remplies. Nous accueillons aujourd'hui toutes les compagnies qui sont désireuses de travailler en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, toujours pour montrer sa ferme volonté de faire de la place d'Abidjan le hub de l'Afrique de l'Ouest, vient de baisser les taxes. Et le gouvernement s'engage également dans un programme important de réduction des billets d'avion. Après la disparition d'Air Afrique, la Côte d'Ivoire a créé en 2012 une nouvelle compagnie nationale dénommée Air Côte d'Ivoire qui a réalisé 44% du trafic passager de l'aéroport d'Abidjan. En 2015, Air Côte d'Ivoire a transporté 600 000 passagers. Ces performances ont permis la croissance régulière de son chiffre d'affaires. Première année, vous faites 250 000 passagers avec un chiffre d'affaires de 26 milliards. Deuxième année, c'est-à-dire 2014, vous faites quelque chose comme 400 000 passagers, hein, avec un chiffre d'affaires qui tourne autour de 55 voire 55 milliards.
et puis vous vous retrouvez en troisième année avec 600 000 passagers, 70 milliards, je pense que c'est quand même honorable. Le développement du transport aérien n'est pas possible sans l'implication des agences de voyage. Celles-ci sont chargées de la commercialisation des billets des compagnies aériennes. Pour défendre leurs intérêts, les agences de voyage de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont regroupées en 2008 au sein de Fly Africa. Ce réseau a été créé pour permettre aux agences de voyage de mieux servir les passagers. Il représente une valeur ajoutée à nos activités agences de voyage individuelles. Car lorsque nous envoyons un de nos clients dans un des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ce client n'est pas isolé. Il a le moindre problème, il sait qu'il a une agence sœur de son agence de voyage où il a acheté son billet d'avion. Et donc nous allons le prendre en charge exactement comme si c'était notre propre client. Au plan institutionnel, la CAFAC, Commission africaine de l'aviation civile, s'emploie à établir des critères de sécurité communs à tous les pays africains pour que toutes les compagnies soient logées à la même enseigne en matière de sécurité. C'est un passage obligé pour prévenir les catastrophes aériennes dans le ciel africain. Les structures communes telles que la CAFAC ont défini des dates butoirs. 2016 en est une. Il faudrait que d'ici décembre, ou à la rigueur en 2017, ce qui serait le plus récalcitrant, il faut qu'à cette date-là, tout le monde puisse avoir un standard minimum de 60% de réalisation effective des critères de sécurité de l'OACI. Si tel est le cas, alors nous tous serons dans les mêmes standards et il y aura homologation automatique de toutes les certifications qui seront faites dans chaque pays. Depuis la disparition de la compagnie multinationale Air Afrique, la SECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, est un exemple d'intégration dans le secteur du transport aérien. Créée en 1959, la SECNA gère l'espace aérien de 17 pays en matière de navigation et de sécurité aérienne. La réussite de cet instrument de coopération et d'intégration à l'échelle du continent peut servir d'exemple pour une libéralisation totale du ciel africain prônée par l'Union africaine. Cela réduirait le coût du transport aérien et assurerait la démocratisation de l'avion pour faciliter les déplacements des Africains en Afrique. Samuel, qu'est-ce qui bloque l'application de ces accords de Yamoussoukro ? Je pense que dans tous les projets intégrateurs ou dans tous les projets communautaires, le problème majeur, c'est celui de l'absence d'une autorité supranationale. Si vous n'avez pas une autorité supranationale qui permet de contrôler le suivi et l'exécution avec des moyens de répression, vous ne pouvez pas, le processus ne peut pas aller très rapidement. Donc il faut impérativement que l'Union africaine soit dotée de pouvoirs réels sur les États et que toutes les institutions supranationales africaines aient des leviers suffisants pour contraindre les États à respecter les dispositifs ou les directives qui ont été prises. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on observe sur le terrain. Alfred ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on en revient toujours au même point. Et d'ailleurs, pour en revenir rapidement à Nkosazana de Dlamini Zuma, elle s'est heurtée à cette même inertie-là. Ça veut dire que en Afrique, on crée des structures, on crée des institutions, on prend des décisions, mais au niveau de l'application, il y a la question de la souveraineté des États. Personne n'ose renoncer à sa souveraineté. Depuis 1999, justement, où cet accord de Yamoussoukro a été décidé par les autorités africaines, les présidents africains, qu'est-ce qui s'est passé jusque-là ? Le ciel n'a pas été libéralisé ou l'a été pour les compagnies étrangères. Et aujourd'hui, quand on regarde les compagnies qui exploitent justement ce ciel africain, c'est quoi? Ce sont des compagnies européennes ou turques, la Royal Air Maroc pour les compagnies africaines. Donc ça fait très peu. Évidemment, on dit l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, il y a levé des barrières. Non, il faut aller jusqu'au bout de cette logique-là. Si on ne met pas en place une structure, non seulement de contrôle, mais de sanctions, effectivement, on n'arrivera jamais à créer cette synergie, cette mutualisation-là et puis cette libéralisation. Gratien, il y a également le fait qu'un ciel totalement ouvert, ce n'est pas forcément profitable à toutes les compagnies aériennes.
Oui, justement, ce qui se passe aujourd'hui, le problème de l'Afrique au niveau de la libéralisation du ciel, c'est surtout le fait que chaque pays veut créer sa compagnie. Et de ce fait, on retrouve... Veut et créer sa compagnie, ils en ont pratiquement tous. Ils ont créé pratiquement, oui, il y a certains qui sont en cours. Ils se retrouvent face à des compagnies qui sont bien solides comme Ethiopian Airlines, il y a Kenya Airways qui est relié avec KLM Air France. Donc, ce qui fait que quand on crée sa compagnie, on veut protéger la compagnie, c'est-à-dire qu'on veut protéger aussi... On a peur de se faire avaler dans ce ciel totalement ouvert. Si on ouvre le marché, c'est-à-dire on va se retrouver avec d'autres qui ont déjà réduit les coûts de revient de la production et qui peuvent émettre des billets moins chers par rapport à ceux de la compagnie. Donc, on se dit, est-ce qu'on ferme la compagnie ou on libéralise? Donc, c'est finalement... on se rend compte que ce sont les intérêts des nations, justement, comme on le dit. Mais la première phase, ça serait de fusionner certaines compagnies et de voir comment on peut travailler entre plusieurs pays. Et des compagnies sous-régionales, au moins? Oui, au moins. Et de cette façon aussi, il faut essayer de voir, on ouvre beaucoup par rapport aux compagnies étrangères de l'Afrique et on ferme par rapport, comme il l'a dit Alfred, par rapport aux compagnies africaines. Il faudrait que les Africains sachent se protéger. Nous, quand nous exportons nos produits vivriers, les produits agricoles en Europe, il y a des limitations, il y a des quotas. On ne peut pas exporter aux États-Unis tout ce qu'on veut, alors que les autres peuvent nous renvoyer les services comme l'aviation. Il faut qu'on arrive à mettre une taxe, notamment au niveau de l'Union africaine. On peut mettre une taxe de toutes les compagnies étrangères pour financer l'Union africaine et ça nous permettra, nous les Africains, de faire fonctionner nos compagnies aériennes. Et Samuel a rappelé que le coût moyen d'un vol en Afrique est plus élevé que sur tout autre continent. Oui, c'est vraiment révoltant de constater cela. Là où le problème est beaucoup plus difficile à régler, c'est qu'il faut d'abord voir le niveau national. Le niveau national reste très déterminant. Il y a l'inertie au niveau des États qui fait que s'ils sont incapables de moderniser leurs économies, il faut un courage politique d'abord et il faut une ambition structurelle vraiment très poussée. Parce que si vous n'arrivez pas à construire au niveau national beaucoup plus d'ouverture, vous n'arrivez pas à moderniser votre économie, je vois très mal, même quand le président... Au niveau politique, on est parfaitement conscient que l'intégration régionale va permettre de multiplier la croissance économique, mais en même temps, il y a des leviers sur lesquels l'économie nationale reste dépendante. Il y a les recettes douanières, il y a la part de certaines compagnies aériennes dans l'économie nationale, notamment éthiopienne ou au Kenya. Donc, vous ne pouvez pas du jour au lendemain supprimer un poumon aussi important à un État parce que vous voulez renforcer le processus d'intégration. Donc il faut aussi que les autres États puissent diversifier leurs économies, comme on le souligne tout le temps, être capables de se doter des compétences techniques pour diversifier l'économie nationale et ensuite voir dans quelle mesure, à une échéance bien précise, on peut lever les verrous. Et Alfred aussi rappelé que seulement 11 États africains ont promis de mettre en œuvre ces accords de Yamoussoukro. C'est quand même faible, 11 États. Très faible. Mais il faut aussi noter que certains pays n'ont pas de compagnie aérienne et donc du coup profitent plutôt de taxes aéroportuaires qu'ils facturent aux compagnies étrangères. Donc ça leur permet d'avoir quelques recettes. Mais je pense effectivement qu'il faut qu'on arrive au niveau de l'Afrique à non seulement mettre en place, à mutualiser les moyens. On a parlé de la SECNA. Dans beaucoup de pays, par exemple, la navigation aérienne n'est pas possible. Vous prenez un pays immense comme la RD Congo, pour partir de Kinshasa à un autre coin de la République, il faut penser effectivement aux équipements de navigation, à la régie des voies aériennes, par exemple. Il faut former le personnel, permettre justement que ce personnel se remette en formation continue pour être au fait justement des techniques. En même temps, ce que je vois, par exemple, tous ces pays qui créent des compagnies en Afrique centrale, il y avait en l'air l'idée de créer RCMAC. C'est mort, c'est étouffé par chaque État. Et puis ces mêmes États, quelques temps après, créent leur propre compagnie. Et la taille critique, justement, de transport est impossible, est inférieure, justement, et ça montre, là, une fois de plus, j'allais dire, l'incurie des dirigeants. Donc il faut arriver, à un certain moment, à tirer les conclusions, les conséquences
des décisions qui ne sont pas appliquées ou des mauvaises décisions pour se dire mais qu'est-ce qu'il faut pour l'Afrique centrale et pour toute l'Afrique, mais appliquons les règles que nous nous donnons nous-mêmes. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine. Nous serons là tout de suite.